Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série Renforcement en sciences. Dans cette vidéo, nous attaquons le chapitre 2 et nous allons commencer par étudier les principes de la dérivation. Alors les objectifs de ce chapitre. Donner des éléments de démonstration, parce que cela va permettre de démystifier l'outil dérivation et d'introduire des outils que l'on réutilisera dans des contextes plus compliqués, plus complexes, par la suite. Rassembler les principaux résultats sur la dérivation de fonctions quelconques, illustrer l'utilisation de ces résultats pour les fonctions polynomiales, et préparer l'extension aux dérivées partielles des fonctions à plusieurs variables, qui généraliseront ce que l'on va voir pour les fonctions à une seule variable. On capitalisera sur les principes exposés dans ce chapitre pour progressivement aborder des problèmes modélisés par des équations différentielles, puis des équations aux dérivées partielles. On n'étudiera pas de manière exhaustive la question des équations différentielles dans cette vidéo, mais on se bornera à introduire des repères qui nous serviront quand on reprendra cette question en utilisant un outil puissant, la transformée de Laplace, dans le cadre du cours de traitement du signal. La dérivation et la dérivation partielle serviront de manière intensive en traitement du signal et surtout en acoustique et plus généralement en physique. Donc commençons par donner une origine graphique à cette notion de dérivation. On considère la fonction f et la courbe CF qui désigne en fait sa courbe représentative. Donc on a introduit les points M de coordonnées x0, f de x0, donc ces points-là, et M' de coordonnées x0 plus h, f de x0 plus h, donc ici. Et si on regarde en fait les projections de ces deux points sur l'axe des x, on voit qu'on passe de l'abscisse x0 à l'abscisse x0 plus h, donc on va se déplacer de h. Et pour ce déplacement, on va pouvoir essayer de caractériser la manière dont varie la fonction f, et pour ce faire, on va introduire le taux de variation de la fonction entre ces deux points. Donc on introduit donc taux de h, le taux de variation, que l'on définit comme f de x0 plus h moins f de x0 sur x0 plus h moins x0. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on regarde bien, au dénominateur, on a x0 plus h moins x0, donc ça correspond finalement à la distance qui sépare la projection du point M sur l'axe des x de la projection du point M', toujours sur le même axe. Et au-dessus, ce qu'on a en fait, c'est le changement en fait de niveau. Donc on passe de f de x0 à f de x0 plus h. Donc pour la fonction qui est représentée ici, on a donc monté de f de x0 de la hauteur f de x0 plus h moins f de x0. Bon, si on descendait, on serait descendu de f de x0 plus h moins f de x0. Donc on va avoir quelque chose qui va être une caractéristique en fait, qui correspond à la pente du segment qui relie le point M au point M'. Donc la pente, comme on l'avait vu, elle est définie par de combien on s'élève en fonction de combien on s'est déplacé horizontalement. Donc déplacement vertical sur déplacement horizontal, d'où f de x0 plus h moins f de x0 pour le déplacement vertical, et x0 plus h moins x0 pour le déplacement horizontal. Alors au dénominateur, vu qu'on a x0 moins x0, ça simplifie, et donc dans la suite, la définition du taux de variation en fonction de h pour la fonction f, ce sera f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc 1, et comme indiqué, ça correspond graphiquement à la pente du segment M', donc le segment qui relie le point M au point M'. Alors, un peu de vocabulaire, ou tout du moins une convention. Donc h avec une flèche qui va vers la droite avec une valeur par exemple ici 0. Dans toute la suite, ça va signifier que la variable h tend vers 0, ou tend vers la valeur qui sera indiquée. Donc si h tend vers 0, les points M et M' finissent par coïncider. Et donc du coup la droite M' n'a plus alors qu'un unique point d'intersection avec la courbe représentative CF de la fonction f. Donc alors qu'on était parti d'une séquente ACF, séquente au point M et M', maintenant on bascule sur ce qu'on va appeler la tangente à la courbe CF, ou au point M de coordonnées x0, f de x0. Alors si le nombre limite quand h tend vers 0 de taux h existe, on parle alors de nombre dérivé de la fonction f en x0,
et on le note f' de x0. On appelle intervalle ouvert ou ouvert un intervalle dont au moins une des bornes est exclue. Donc par exemple, l'intervalle AB ici, il est ouvert en A. Pourquoi? Parce que en B, on a bien en fait une accolade fermante. Par contre, on a une accolade qui dit qu'on n'inclut pas le point A. Le point A n'est pas pris en compte dans l'intervalle AB, il est exclu de l'intervalle AB. C'est ce qu'on dira, c'est ce qu'on pourra traduire par le fait que l'intervalle AB est ouvert en A. Si on peut calculer le nombre dérivé pour un intervalle I, généralement un intervalle ouvert, on parle alors de dérivée de la fonction f sur l'intervalle I. Et on la notera f' de x ou df sur dx calculé en x ou évalué en x. On verra l'intérêt de la notation df sur dx évalué en x ou calculé en x, souvent utilisée par les anglo-saxons, notamment pour le traitement des dérivées des fonctions composées, puis surtout des dérivées partielles. Alors, une remarque, si on trace quelques tangentes judicieusement choisies, on peut avoir en fait simplement à partir du tracé de ces tangentes, pour quelques points qu'on aurait calculés, une bonne idée de l'allure d'une courbe. Alors, à titre d'exemple, je vous invite à tracer les tangentes pour une période complète de sinusoïde en choisissant des points espacés tous les huitièmes de période. Ce faisant, vous verrez en fait que vous avez tous les éléments pour être en mesure de tracer une très bonne approximation en fait de la sinusoïde, enfin d'une période de sinusoïde. Alors, si c'est une droite, évidemment, il n'y a qu'une seule tangente à calculer puisque finalement il n'y a pas de variation de la pente. Donc il n'y a qu'une seule pente à calculer, puisque la dérivée au point, ça correspondra à la pente de la tangente au point. Tandis que pour une parabole, on peut tracer ces tangentes au sommet et en un autre point un peu éloigné du sommet, puis exploiter la symétrie de la parabole par rapport à son sommet. Pour les courbes de niveau plus haut, il faudra multiplier en fait le nombre de tangentes et exploiter les symétries ou antisymétries, les caractères pairs ou impairs des fonctions. Alors on a quelque chose d'analogue qui sera le tracé des asymptotes pour les courbes de fonctions de transfert analogiques des filtres d'ordre 1 ou d'ordre 2, qui nous permettront d'avoir une bonne idée de l'allure de ces courbes. Alors, on va parler d'asymptote et non de tangente, parce que ce n'est pas le calcul de la pente de la tangente au point qui vont nous intéresser, mais quelque chose qui va correspondre au comportement vers lequel la fonction de transfert va finir par tendre, ou est susceptible de tendre, pour les points en fait considérés. Les asymptotes, on les obtiendra en ne conservant que les termes prépondérants au numérateur comme au dénominateur pour les fonctions de transfert, et par exemple pour oméga tendant vers 0 et oméga tendant vers plus l'infini. Alors on reviendra plus en détail sur cette question dans un prochain chapitre qui sera consacré à l'utilisation de la dérivation en électronique. Alors maintenant, donc, nous allons étudier la dérivation des fonctions. Alors, on va utiliser les propriétés des limites des fonctions sans les redémontrer. Et ça va nous servir à établir une première série de résultats pour la dérivation de fonctions quelconques. Alors, on va considérer f et g de fonctions dont les dérivées existent sur l'intervalle i et lambda un nombre réel, voire complexe. Donc quel que soit x appartenant à i, si f est dérivable, on peut écrire que f' de x, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. De la même manière, la dérivée de g de x, en x, c'est la limite quand h tend vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h. Alors, on va considérer d'abord S1 défini comme étant égal à f plus g et S2 égale lambda f. Donc, quel que soit x appartenant à i, s'agissant de S1 de x et S2 de x. Et ce que l'on veut, c'est réussir à calculer les dérivées respectives de S1 et de S2. Alors, on sait que S1 et S2 vont être dérivables sur i, car S1 c'est la somme de deux fonctions dérivables, f et g, qui sont dérivables sur i. Tandis que S2, c'est la multiplication par une constante lambda de la fonction f qui est dérivable sur i, donc la multiplication d'une fonction dérivable donne une fonction qui reste dérivable, en utilisant les propriétés des limites. Donc par définition, S'1 de x, quel que soit x appartenant à i, c'est la limite quand h tend vers 0 de S1 de x plus h moins S1 de x sur h. Or S1 c'est f plus g.
Donc S1' de x, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h plus g de x plus h, auquel on retranche f de x plus g de x. Et il faut encore diviser le tout par h. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la propriété comme quoi la limite d'une somme est égale à la somme des limites. Donc ici, on a une première limite, qui est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h, plus la limite quand h tend vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h. La première limite, on reconnaît en fait la définition de f' de x, la deuxième, celle de g' de x, donc on en déduit que S1', c'est f' plus g'. Alors et ça, sur i. Alors si on considère e défini comme étant égal à moins g sur i, on vérifie avec la même démarche que la dérivée de f moins e, c'est f' moins e'. Donc à ce stade, on peut résumer ces résultats par le fait que la dérivée de f plus g, c'est f' plus g', et que la dérivée de f moins g, c'est f' moins g'. Considérons maintenant le cas de S2. Donc par définition, S2' de x, pour x appartenant à i, c'est la limite quand h tend vers 0 de S2 de x plus h moins S2 de x sur h. Ce coup-ci, S2 c'est lambda fois f. Donc j'ai donc la limite quand h tend vers 0 de lambda f de x plus h moins lambda f de x sur h. Je peux mettre le lambda en facteur, donc avoir la limite de lambda fois f de x plus h moins f de x sur h, mais je peux aussi sortir le lambda et le mettre devant la limite, en utilisant les propriétés des limites. Donc S2' c'est de x, c'est donc la lambda fois la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Or cette limite, on sait que ça correspond à f' de x. Donc au final, S', c'est lambda que multiplie f'. Ce sur i. Ce que l'on résumera par la dérivée de lambda f, c'est lambda que multiplie f', quel que soit lambda réel ou complexe. Maintenant, on considère la fonction g définie comme l'inverse de f, c'est-à-dire que g c'est égal à 1 sur f. Et évidemment, il faut que f de x soit différent de 0, quel que soit x appartenant à i. Alors, par définition, le taux de variation de g, taux g de h, c'est g de x plus h moins g de x sur h. Et comme g c'est 1 sur f, on a donc 1 sur f de x plus h moins 1 sur f de x, le tout divisé par h. Alors comme on a des fractions, on va les mettre sous le même dénominateur. Donc le dénominateur commun, ça devient h que multiplie f de x plus h que multiplie f de x. Et le numérateur associé, c'est f de x moins f de x plus h. Alors, g' de x, c'est la limite quand h tend vers 0 de taux g de h. Donc c'est la limite quand h tend vers 0 de moins 1 sur f de x plus h que multiplie f de x plus h moins f de x sur h. Et on reconnaît en fait le terme qui quand h va tendre vers 0, va nous donner f' de x dans f de x plus h moins f de x sur h. Donc en utilisant la propriété sur le fait que la limite d'un produit de fonction est égale au produit des limites pour chacune des fonctions, on a donc g' de x qui est égal à la limite quand h tend vers 0 de moins 1 sur f de x plus h que multiplie la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Cette deuxième limite, c'est simplement f' de x, et dans la première, quand on fait tendre h vers 0, on s'aperçoit que ça nous donne 1 sur f de x que multiplie f de x, donc moins 1 sur f carré de x. Donc g' de x, c'est moins 1 sur f carré de x que multiplie f' de x. Soit encore, g' de x égale moins f' de x sur f carré de x, et ça, quel que soit x appartenant à i. Considérons maintenant p de x défini comme le produit de f de x par g de x, quel que soit x appartenant à i. Donc il n'y a toujours pas de problème de définition et de dérivabilité sur i. F et g étant dérivables, on peut montrer en fait que p l'est encore. Taux p de h, c'est p de x plus h moins p de x sur h par définition, mais comme p c'est f fois g, on a donc f de x plus h fois g de x plus h moins f de x que multiplie g de x, le tout divisé par h. À ce stade, on n'a rien qui corresponde en fait à une dérivation de f, donc quelque chose qui puisse être interprété quand on passera à la limite comme étant f' de x, ou quelque chose qui pourrait être interprété comme étant g' de x. Alors pour faire apparaître ces termes, on va rajouter en fait un terme nul, qui est le terme f de x que multiplie g de x plus h moins f de x que multiplie g de x plus h.
Ainsi, je vais rassembler le premier terme et le troisième terme, et mettre g de x plus h en facteur. En facteur de quoi? De f de x plus h moins f de x. Et pour le deuxième et le quatrième terme, ce que je vais mettre en facteur, c'est f de x, qui sera donc en facteur de g de x plus h moins g de x. Donc taux P de h s'écrit donc g de x plus h que multiplie f de x plus h moins f de x sur h, plus f de x que multiplie g de x plus h moins g de x sur h. Dans le premier terme, on voit apparaître ce qui va donner f' de x. Dans le second terme, ce qui va donner g' de x. Donc, comme on a des produits, en utilisant le fait que la limite d'un produit est égale au produit des limites, et le fait que la limite d'une somme est égale à la somme des limites, on peut en déduire directement que P' de x, vu que c'est la limite quand h tend vers 0 de taux P de h, ça va être g de x que multiplie f' de x, plus f de x que multiplie g' de x. Ce que l'on peut encore écrire au final, sous la forme, la dérivée de fg, c'est f'g plus fg'. Considérons maintenant la fonction q de x, définie comme f de x sur g de x, quel que soit x appartenant à i, avec f et g qui sont dérivables sur i, et g de x différent de 0 sur i. Si on pose g1 de x égale 1 sur g de x, ce que l'on sait, c'est que la dérivée de g1, c'est moins g' de x sur g carré de x, quel que soit x appartenant à i. Et s'agissant du produit, on sait que f que multiplie g1, sa dérivée, c'est f'g1 plus fg'. Donc à partir de ça, on en déduit que la dérivée de f sur g, c'est la dérivée de fg1, donc c'est f'g1 plus fg1', sauf que f' que multiplie g1, ça devient f' sur g, puisque g1 c'est 1 sur g, plus f que multiplie g1', mais g1' c'est moins g' sur g carré, donc on a donc f' sur g, moins f que multiplie g' sur g carré. Si on réduit tout au même dénominateur, on a la forme classique qui est que f sur g, sa dérivée, c'est f'g moins fg' sur g carré. Considérons maintenant le cas où on introduit s indice n de x, défini comme f à la puissance n, calculé en x, quel que soit x appartenant à i, quel que soit n appartenant à n étoiles. Par définition, S1 c'est f. Donc, compte tenu de nos hypothèses, S1' c'est f'. Par définition, S2 c'est f carré. Donc S2' c'est la dérivée de f fois f, donc c'est f'f plus ff'. Donc c'est 2 fois f' fois f. Si on se penche maintenant sur S3, S3 c'est f à la puissance 3, mais c'est encore f que multiplie f au carré. Donc S'3 c'est la dérivée de f que multiplie f carré. En utilisant le résultat sur le produit des fonctions, on sait que f que multiplie f carré, sa dérivée c'est f' que multiplie f carré, plus f que multiplie la dérivée de f carré, soit 2f', f. On a f' carré dans le premier terme. Dans le deuxième terme, on a 2 fois f, f', soit 2 fois f' carré. Donc S'3, c'est 3f' que multiplie f. Alors maintenant, ce que l'on veut, c'est trouver la dérivée de Sn par récurrence. Et pour cela, on va tester de la validité de la propriété Pn, définie par S'(n), donc la dérivée de S indice n, c'est n fois f' que multiplie f à la puissance n-1, et ce, quel que soit n supérieur strictement à 1, et évidemment, quel que soit x appartenant à i. Et cette proposition, on l'a déduit en fait des résultats pour S1', S2' et S3'. Donc on a notre hypothèse Pn. Donc maintenant, si on considère S indice n plus 1, c'est f à la puissance n plus 1. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est regarder ce qui se passe pour la dérivée de S indice n plus 1. Donc cette dérivée, c'est la dérivée de f à la puissance n plus 1, mais c'est aussi la dérivée de f que multiplie f à la puissance n. Donc en utilisant le même procédé qui est l'utilisation du résultat pour la dérivation d'un produit de fonction, on a donc la dérivée de f fois f à la puissance n, qui est f' que multiplie f à la puissance n, plus f que multiplie la dérivée de f à la puissance n. Or, si on suppose que la propriété est vraie au rang n, la dérivée de f puissance n, c'est alors n que multiplie f' que multiplie f à la puissance n-1. Dans ce cas, la dérivée de S indice n plus 1,
C'est donc f' que multiplie f puissance n, plus f que multiplie la dérivée de f à la puissance n, soit n que multiplie f' que multiplie f à la puissance n moins 1. Dans le second terme, on a f que multiplie n, que multiplie f', que multiplie f à la puissance n moins 1. On peut regrouper les f et faire apparaître un f puissance n. Auquel cas, on va avoir n que multiplie f', f puissance n. Donc du coup, S indice n plus 1, sa dérivée c'est f', f puissance n, plus n, f', f puissance n. On a f', f à la puissance n dans les deux cas. Donc on peut mettre f', f puissance n en facteur. On s'aperçoit que la dérivée de S à l'indice n plus 1, c'est n plus 1 que multiplie f', que multiplie f à la puissance n. Alors ce résultat nous permet de conclure que la proposition Pn est héréditaire. Or, on sait que P1 est vrai, on sait que Pn est héréditaire, donc par récurrence, on en déduit que la dérivée de f à la puissance n, c'est n que multiplie f à la puissance n moins 1, que multiplie f', et ce, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Considérons maintenant s de x défini comme étant égal à racine de f de x, auquel cas, en fait, il faut que pour tout x appartenant à i, f de x soit supérieur ou égal à 0. On peut définir taux s de h à partir donc du coup de racine de f de x plus h moins racine de f de x divisé par h. Et ce coup-ci, on va restreindre un petit peu encore la définition en disant qu'on se limite au x appartenant à i, tel que f de x supérieur à 0. Pourquoi? Parce que pour faire apparaître la dérivée de f', il faut qu'on fasse apparaître le terme f de x plus h moins f de x. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est multiplier taux s de h par quelque chose qui est f de x plus h moins f de x sur f de x plus h moins f de x. Auquel cas, on a des f de x plus h et f de x au dénominateur, ce qui justifie le fait qu'il faille exclure les cas, en fait, f de x nul. Donc c'est pour ça qu'on a, quel que soit x appartenant à i, tel que f de x strictement supérieur à 0. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on a associé le dénominateur f de x plus h moins f de x à racine de f de x plus h moins racine de f de x, et le numérateur f de x plus h moins f de x au dénominateur h. Ainsi, quand on va passer à la limite, on voit que le deuxième produit, en fait, ça va nous donner f' de x. Maintenant, ce qu'il faut, c'est simplifier, en fait, le premier terme. On va utiliser une identité remarquable. On va considérer que f de x plus h moins f de x, c'est de la forme a carré moins b carré. Auquel cas, c'est égal à a moins b facteur d'a plus b, où a, c'est racine de f de x plus h, et b, c'est f de x. Donc f de x plus h moins f de x, on l'écrit comme le produit de racine de f de x plus h moins racine de f de x, que multiplie la somme racine de f de x plus h plus racine de f de x. Maintenant, donc, le dénominateur nous fait apparaître la différence des racines. Au numérateur, dans le premier terme, on a aussi la différence. Donc, une fois qu'on a opéré les simplifications, on s'aperçoit que taux s de h, on peut l'écrire sous la forme 1 sur racine de f de x plus h plus racine de f de x, que multiplie f de x plus h moins f de x sur h. Alors, le deuxième facteur ici, quand on va passer à la limite, ça nous donnait f' de x. Puis maintenant, il reste juste à regarder ce que ça va donner, ce premier terme, quand on va faire tendre h vers 0. Donc quand h tend vers 0, f de x plus h tend vers f de x reste égal à f de x, donc le premier terme va tendre vers 1 sur 2 fois racine de f de x. Donc au final, puisque la limite d'un produit est égale au produit des limites, s' de x, qui est égal à la limite quand h tend vers 0 de taux s de h, on s'aperçoit que c'est 1 sur 2 racine de f de x que multiplie f' de x, ce qu'on retiendra sous la forme la dérivée de racine de f, c'est f' sur 2 racines de f, là où f est strictement supérieur à 0. Alors, si on résume en fait les résultats fondamentaux pour des fonctions quelconques, donc on a supposé que f et g sont dérivables sur i, la dérivée de f plus g c'est f' plus g', la dérivée de lambda f c'est lambda f', quel que soit lambda réel ou complexe, 1 sur f, sa dérivée c'est moins f' sur f carré, mais il faut s'assurer que f est bien différent 0 sur l'intervalle i. F que multiplie g, sa dérivée c'est f'g plus fg'. F sur g, sa dérivée c'est f'g moins fg' sur g carré. Ce coup-ci, c'est g qui doit être différent de 0 sur i. F à la puissance n, sa dérivée c'est n que multiplie f à la puissance n moins 1 que multiplie f', quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et comme on l'a vu aussi,
La dérivée de racine de f, c'est f' sur 2 racines de f. Mais ce coup-ci, il faut ne conserver que la partie de i où f est strictement supérieur à 0. Maintenant, on va s'intéresser à la dérivation des fonctions composées. Alors, on dira qu'une fonction est de classe C0 si elle est continue, et qu'une fonction est de classe C1 si elle est continue et que sa dérivée est elle aussi continue. On considère S de x défini comme étant f appliqué à g de x, quel que soit x appartenant à i, avec g de classe C1 sur i et f de classe C1 sur l'image de i par g, soit g de i. Taux S de h, par définition, c'est S de x plus h moins S de x sur h. Donc ça nous donne f appliqué à g de x plus h moins f appliqué à g de x divisé par h. Alors, pour pouvoir faire apparaître la dérivée de g, on va multiplier en fait par g x plus h moins g de x divisé par g de x plus h moins g de x. Et on va distribuer ce terme, ce facteur supplémentaire unitaire, entre le numérateur et le dénominateur initial de taux S. Alors, on a donc un premier terme, un premier facteur qui est f appliqué à g calculé en x plus h, moins f appliqué à g de x, sur g de x plus h moins g de x, que multiplie g de x plus h moins g de x sur h. Et là, on voit en fait que ça va nous permettre d'introduire le g' de x quand on passera aux limites. Alors, si on passe à la limite quand h tend vers 0, on a donc le produit de la limite quand h tend vers 0 de f appliqué à g de x plus h moins f appliqué à g de x sur g de x plus h moins g de x que multiplie g de x plus h moins g de x sur h. Ce qu'on peut dire, c'est que s' de x, c'est la limite quand h tend vers 0, de la limite quand g de x plus h va tendre vers g de x, de f de g de x plus h moins f de g de x sur g de x plus h moins g de x que multiplie g de x plus h moins g de x sur h. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir dire que pour le premier terme, tout se passe comme si on avait la limite quand h' tend vers 0 de f de g de x plus h' moins f de g de x sur h'. Puisque g de x plus h tend vers g de x, on peut dire que c'est équivalent à dire que g de x plus h, ça va être un g de x plus un h', le h' tendant vers 0. Donc, ce faisant, la limite du produit, on peut l'écrire comme le produit des limites, avec une limite quand h' tend vers 0 de f calculé en g de x plus h' moins f calculé en g de x sur h', que multiplie la limite quand h tend vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h, où là on reconnaît en fait la dérivée de g', donc g' de x. Par contre, dans la première, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit en fait qu'on a quelque chose qui correspond à la limite de f, mais évaluée au point g de x. Donc ce qu'on en déduit, c'est que s' de x, c'est f' évalué en g de x, que multiplie g' de x. Donc f évalué en g, sa dérivée, c'est f' évalué en g que multiplie la dérivée de g'. Alors on a une expression qui peut-être est plus évidente pour vous, qui va utiliser l'autre notation pour les dérivées, qui se révélera très intéressante, notamment quand on fera l'extension fonction à plusieurs variables, qui est la dérivée de f calculée en g de x par rapport à x, c'est la dérivée de f calculée en g de x par rapport à g de x, que multiplie la dérivée de g par rapport à x calculée en x. Alors, on va s'intéresser maintenant à la dérivation des polynômes. Alors, d'abord, regardons ce qui se passe pour le polynôme constant. Donc, défini par f de x égale c, quel que soit x appartenant à i, et quel que soit c, réel ou complexe. f' de x, on sait que c'est la limite quand h tend vers 0, de f de x plus h moins f de x sur h. Vu que f de x est égal à c, on a donc la limite quand h tend vers 0 de c moins c sur h. Bon, bah, on a donc la limite de 0 sur h, donc c'est 0. Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans le cas où f de x c'est égal à x, quel que soit x appartenant à i. Par définition, f' de x, c'est la limite quand h tend vers 0 de x plus h moins x sur h. Les x disparaissent. Il nous reste la limite quand h tend vers 0 de h sur h, qui est la limite quand h tend vers 0 de 1, équivaut à 1. Si on regarde ce qui se passe pour f de x égale x au carré, quel que soit x appartenant à i, la dérivée de f de x et f' de x, c'est la dérivée de x que multiplie x. Donc c'est 1 fois x plus x fois 1 si on utilise le résultat pour la dérivée d'un produit. C'est donc égal à 2x.
Donc par récurrence, en utilisant ces trois résultats, on peut vérifier que x à la puissance n, sa dérivée c'est n x puissance n-1, quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à une étoile, et de manière analogue, que la dérivée de 1 sur x puissance n, c'est moins n sur x puissance n-1, quel que soit x appartenant cette fois-ci à R étoile, et quel que soit n appartenant à n étoile. Donc un bon exercice, ce serait de vérifier qu'on a effectivement bien ces deux résultats, et qu'on les démontre en fait par récurrence. Donc à ce stade, ce que l'on peut dire, c'est que la dérivée d'un polynôme constant, c'est un polynôme nul, que la constante soit réelle ou complexe, que la dérivée du polynôme x, c'est 1, quel que soit x appartenant à R, que la dérivée de x au carré, c'est 2x, quel que soit x appartenant à R, que par récurrence, on montre que la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n-1, quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à n étoile, que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2, quel que soit x appartenant à R étoile, que la dérivée de 1 sur x2, c'est moins 2 sur x puissance 3, quel que soit x appartenant à R étoile, et que la dérivée de 1 sur x puissance n, c'est moins n sur x puissance n plus 1, quel que soit x appartenant à R étoile, quel que soit n appartenant à n étoile. Il nous reste encore, en utilisant ce qu'on avait vu pour les fonctions composées, à savoir que racine de f, c'était f' sur 2 racines de f. Bah, si j'applique ça à f qui est le polynôme défini par f de x égale x, la dérivée de f de x, f' de x, c'est 1. Donc f' donne 1 sur 2 racines de f, donc sur 2 racines de x. Donc on a bien 1 sur 2 racines de x. Et par contre, ce qu'il faut, c'est que x appartienne à R plus étoile. Alors, on va utiliser la dérivation des fonctions composées, mais pour deux fonctions usuelles. La fonction exponentielle qui est définie comme la fonction égale à sa dérivée sur R. Donc exponentielle de x, sa dérivée c'est exponentielle de x, quel que soit x appartenant à R. Et on va donc définir s de x égale exponentielle de u de x. Alors si on introduit f de x égale exponentielle x, sa dérivée c'est f' de x, c'est df sur dx calculé en x, et ça vaut par définition exponentielle x. J'introduis g de x, défini comme étant égal à u de x, et donc à ce moment-là, g' de x, qui était encore égal à la dérivée de g par rapport à x calculé en x, c'est encore égal à u' de x. Donc maintenant, je m'intéresse à la dérivée de s. Pour ce faire, je vais utiliser le fait que la dérivée de f de g de x par rapport à x, c'est la dérivée de f calculée en g de x par rapport à g de x, que multiplie la dérivée de g de x par rapport à x. Donc ici, g de x, on l'a remplacé par u de x. Donc on a donc la dérivée de f en u de x par rapport à u de x, que multiplie la dérivée de u de x par rapport à x. Donc la dérivée de f de u de x par rapport à u de x, ça revient à calculer f' de x, en remplaçant x par u de x. Donc du coup, ça nous donne exponentielle u de x. Et s'agissant de du sur dx calculé en x, c'est simplement, par définition, u' de x. Donc à ce stade, ce que l'on voit, c'est que la dérivée d'exponentielle u de x, c'est égal à u' de x, que multiplie exponentielle u de x. La deuxième fonction pour laquelle on va regarder ce qui se passe pour les fonctions composées, c'est la fonction logarithme népérien, qui est définie comme la fonction dont la dérivée sur R plus étoile est 1 sur x. Donc ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x, quel que soit x appartenant à R plus étoile. Donc on considère maintenant la fonction composée, ln appliquée à u de x, donc logarithme népérien de u de x. Donc j'introduis f de x égale à ln de x, f' de x qui est égal à df sur dx calculé en x, par définition c'est 1 sur x. J'introduis g de x défini comme étant égal à u de x. Donc g' de x, c'est la dérivée de g par rapport à x calculé en x, donc c'est u' de x. On sait que la dérivée de f calculée en g de x par rapport à x, c'est la dérivée de f calculée en g de x par rapport à g de x, que multiplie la dérivée de g calculée en x par rapport à x. Donc c'est encore la dérivée de f calculée en u de x par rapport à u de x, que multiplie la dérivée de u par rapport à x calculée en x. Donc df calculé en u de x par rapport à u de x, ça nous donne 1 sur x où on remplace le x par u de x, donc 1 sur u de x. Et du de x sur dx, c'est simplement u' de x.
Donc la dérivée de ln de u de x, c'est u' de x sur u de x. Il faudra évidemment que le logarithme existe, donc on ne considère que les x tels que u de x est strictement supérieur à 0. À retenir, s'agissant des fonctions composées, donc la première formule qui est la dérivée de f calculée en g de x par rapport à x, c'est la dérivée de f calculée en g de x par rapport à g de x, que multiplie la dérivée de g par rapport à x calculée en x. Alors, on peut encore écrire cette formule de manière simplifiée, ce qui pourrait vous séduire, mais qui serait de nature à irriter un mathématicien, sous la forme la dérivée de f appliquée à g par rapport à x, c'est la dérivée de f appliquée à g par rapport à g, que multiplie la dérivée de g par rapport à x calculée en x. Ce qui est irritant, c'est qu'il manque dans le membre de gauche une référence à la variable x. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que la dérivée d'exponentielle u de x, c'est u' de x que multiplie exponentielle u de x, et que la dérivée de ln de u de x, c'est u' de x sur u de x, pour les x tels que u de x est strictement supérieur à 0. On peut relâcher un peu la contrainte sur u de x en considérant non pas la dérivée de ln de x, mais la dérivée de ln de valeur absolue de x. Auquel cas on vérifie que la dérivée de ln de valeur absolue de x, c'est u' de x sur u de x, mais à ce moment-là, ce qu'il suffit de vérifier, c'est que les u de x soient différents de 0. Alors ceci conclut cette première vidéo sur la dérivation. Et évidemment, dans la prochaine vidéo, on se penchera sur des applications qu'on pourra utiliser dans des cadres physiques pour traiter notamment le cas des oscillateurs amortis ou non, en étudiant ce qui se passe pour la dérivation des fonctions sinusoïdales et des fonctions exponentielles complexes.